Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, sommaire. Pour son troisième numéro de la semaine, la Grande Team vous propose l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Éléphant, un retour d'Éric Bailly et de Jean-Évrard Kouassi. Est-il encore possible? On en parle en actu. Excellente soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Alors, c'est reparti pour 90 minutes, bien sûr, en votre compagnie. Et la question LGT pour ce soir, Éléphant, un retour d'Éric Bailly et Jean-Évrard Kouassi est-il encore possible? Alors, pour participer à l'émission, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Alors, pour l'émission de ce soir, je serai bien sûr accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Henri Joël, bonsoir. Henri Joël, ne prenez pas un carton jaune en début d'émission, s'il vous plaît. Bonsoir, Henri Joël. Bon, finalement, vous avez vu, carton jaune pour Henri Joël. Voilà, déjà déconcentré en début d'émission. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, carton jaune. On peut annuler le carton? Non, non, du tout. Voilà. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, et maintenant, coach Alain. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Henri Joël, s'il te plaît. Laissez-le. S'il te plaît. Il a déjà un carton jaune. Bref, messieurs, démarrons avec LGT News. LGT News. Tournoi qualificatif des Jeux paralympiques de Paris 2024. 6 éléphants paralympiques au meeting de Marrakech. 6 éléphants paralympiques séjournent au Maroc depuis le 21 avril pour le 8e meeting international de Marrakech, comptant pour les qualificatifs des Jeux paralympiques. Pour ce dernier virage qui mène à Paris 2024, la Côte d'Ivoire sera en quête de minima. Au niveau des courses et des lancers, Konaté Zié, dans la catégorie des amputés, un bras, sera aligné sur les 200 et 400 mètres. Go Fernand Silver, chez les non-voyants, va courir sur les 100 et 400 mètres. Chez les personnes de petite taille, Beignan Richard et Yeka Michel vont compétir au lancer de javelot et de poids. Les deux dames du groupe, toujours dans la catégorie des personnes de petite taille, que sont Yapi Karine et Assetou Sanogo, seront au lancer de poids et de disque. L'objectif étant la qualification et de remporter le maximum de breloques. Pour la Côte d'Ivoire, Trazier Pacom n'a pas manqué de remercier le ministère des Sports, qui a bien voulu faciliter les démarches de cette dernière compétition qualificative pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. LGT News. Parlons de football à présent. Le trophée de la CAN présenté récemment à Jean-Marc Yassé. Après plusieurs détours, le trophée de la CAN a fait escale à Cocody pour être présenté au premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé, par ailleurs président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La cérémonie de présentation s'est tenue dans les locaux de la mairie. Cocody a joué un rôle important dans la conquête de la 3e étoile des éléphants. En effet, cette belle cité a été le quartier général de la sélection nationale durant la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, le premier vice-président de la FIF, Malik Toé, a pris l'engagement de maintenir le quartier général et le camp d'entraînement des éléphants dans cette commune. Voilà le débrief des news. Roger Stéphane, on commence avec vous. Oui, le 8e meeting international de Marrakech. Il s'agit donc des athlètes paralympiques. Oui. Il y a 6 athlètes ivoiriens qui sont dans la délégation. Il faut savoir que c'est un tournoi extrêmement important pour 2 raisons. D'abord, les médailles, parce que c'est un rendez-vous qui a sa 8e édition. C'est un rendez-vous international où quelques meilleurs athlètes au monde seront présents pour disputer évidemment les médailles. Deuxième élément, c'est avoir les minima pour la qualification aux Jeux paralympiques Paris 2024. C'est-à-dire juste après les Jeux olympiques des athlètes, normaux, il y aura juste après les Jeux olympiques des athlètes en situation de handicap. C'est la bonne expression, ça. Voilà. Et donc, il faut pouvoir se qualifier pour y aller. Alors, sur ça, on va regarder particulièrement 2 disciplines, les courses et le lancer de javelot. Sur le lancer de javelot, on a 2 athlètes de petite taille qui vont vraiment aller chercher des médailles. Il s'agit de Yeka Michel
et de Dufy Bénian Richard. Ces 2 athlètes de petite taille qui vont aller chercher sur cette compétition médaille d'or et médaille d'argent. C'est la confirmation que m'a donné le président Trazier de la fédération. Maintenant, pour le reste, ce sont 2 grands champions ivoiriens. Il faut savoir que la fédération a déjà qualifié 3 athlètes pour les Jeux paralympiques. Elle entend qualifier 5 ou 6 athlètes pour aller à cette compétition. Et puis, sur la délégation qui est là en ce moment, Konaté Zié, Gou Fena, Yapi Karine, Assetou Sanogo et les autres sont dans de très bonnes dispositions, créées par le ministère des Sports, la Direction générale des Sports, et bien entendu, bien encadrées par Trazier Pacom, le président de la fédération. Alors, cette 8e édition du Grand Prix du Prince héritier Moulay El Hassan de para-athlétisme aura lieu du 26 au 28 avril prochain au stade de Marrakech. De Marrakech. Avec de réelles chances de médailles pour la délégation ivoirienne. Bon, on espère. Merci. Et on attend en tout cas. Merci Roger Stéphane. Jean-Philippe, avec vous, on parle rugby. Oui, on va parler de rugby, on va parler de cette grande confrontation à venir entre l'équipe de France, le 15 de France, et les All Blacks de la Nouvelle-Zélande. C'est une rencontre qui va se tenir dans le cadre de l'Automne Nations Series, qui est une compétition organisée par les grandes fédérations internationales de rugby qui permet aux meilleures nations de l'hémisphère nord de croiser leurs homologues de l'hémisphère sud. Et donc, durant cet automne, il y aura 21 rencontres qui seront organisées et il y aura quand même de très belles affiches. C'est vrai qu'on parle là de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande qui va se tenir le 16 novembre. Mais il faut dire qu'auparavant, le 2 novembre, on aura un alléchant Angleterre-Nouvelle-Zélande à Twickenham. Et donc, c'est une sorte de Coupe du Monde qui permet aux nations, aux meilleures nations de rugby de pouvoir s'affronter, se confronter. Auparavant, chaque hémisphère évoluait dans sa sphère et on n'avait pas ce genre de confrontation directe qu'on laissait plutôt aux matchs amicaux et chaque 4 ans à l'organisation d'une Coupe du Monde. Et là maintenant, bon, chaque année pratiquement ces nations-là s'affrontent. Ça permet de développer le rugby à travers le monde. Ça permet donc de créer encore plus d'émules et puis voilà, on attendra de voir ce que ça va donner ce très grand rendez-vous. D'accord, très bien. Football à présent, hein, la CAN 2026. C'est ça 2025. 2025. Qui risque d'être reporté, oui. Effectivement, la CAN risque d'être reportée d'abord dans un premier temps parce que le Maroc a signifié qu'il y a des pelouses et puis il y a des terrains qui doivent rénover. Ça, c'est de 1. Mais ce qui va vraiment agir dans ce report-là, c'est que dans la même période du mois de juin à juillet, il y aura la Coupe du Monde des clubs. Donc, la FIFA va organiser la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Donc, décidément, je pense que la CAF est obligée de revoir son calendrier et puis ramener la CAN en janvier 2026. Ça, c'est les dernières informations. Mais il faut savoir qu'il y a des pelouses et puis il y a des terrains au Maroc qui doivent être refaits. Donc, vu tout cela, je pense que peut-être que la CAF va céder peut-être, mais attendons pour voir. D'accord, donc la CAN 2025 qui risque d'être reportée en janvier 2026. C'est bien ça, Henri Joël. Ah bah, décidément, on revient à l'ancien système. Hein. Ah. La CAN de 2021 au Cameroun a été jouée en 2022, la CAN de 2023 en Côte d'Ivoire a été jouée en 2024 et la CAN de 2025 en Guinée d'abord, qui perd l'organisation au profit du Maroc, peut-être sera jouée en 2026. Alors, est-ce qu'il ne serait pas mieux de revenir à l'ancien système, c'est-à-dire jouer dans les années paires? Les années paires et durant l'été africain, si on peut le dire ainsi. Ah, oui. Pour faciliter tout ça, parce que là, on part de report en report. Au Maroc, moi, je pense que l'argument même de la pelouse, mais ça ne tient pas la route puisque déjà le coach il dit que normalement la Coupe du Monde des clubs doit se tenir au Maroc. Voilà. Donc, alors qu'on sait, on sait quand même le standing des clubs qui vont participer à cette compétition. Donc les terrains seront déjà à niveau. Bon, je pense que c'est un faux argument qui est l'argument qui tient ici, l'argument le plus plausible à mon sens, c'est plutôt l'organisation de la Coupe du Monde, c'est-à-dire on fait fi de notre compétition continentale au profit de la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, qui a été en quelque sorte une nouvelle invention de la FIFA, de Gianni Infantino. D'après eux, se fait plus d'argent, parce que c'est ça, c'est l'objectif recherché en instaurant cette nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Donc, comme je l'ai dit en conclusion, pourquoi pas ne pas revenir à notre ancien système où on jouait les compétitions dans les années paires. Okay, finalement,
qu'est-ce qu'on retient? Ben, moi, je Parce pense que... je constate, Ne parlez pas en excusez-moi, même temps, excusez-moi. messieurs. Oui. Je constate qu'il y a un imbroglio incroyable autour de la CAN, organisée par la CAF, la Confédération africaine de football. À l'époque, on avait dit qu'il fallait l'organiser dans les années impaires et organiser le CHAN, nouvelle compétition locale, aux années paires pour éviter le chevauchement avec les années Coupe du Monde. Là, maintenant, on est en train de batailler pour disputer la CAN en janvier 2026, année Coupe du Monde. Donc, le même débat revient. Deuxièmement, sur l'ancienne formule, l'ancien président de la Confédération, Issa Yatou, qui avait une forte personnalité, mais vraiment qui en imposait, avait décidé que la CAN se joue en janvier. Il y a eu ce débat qui est arrivé, etc., on l'a ramené en juin. Bon, là maintenant, comme on a la Coupe du Monde des clubs qui va être jouée en juin J au Maroc, juste après, on ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique nationale de football. Bien sûr, c'est Donc, clair forcément, en il faut tout aller en cas. janvier, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas correct de voir... Bon, on verra pour l'instant quelle date c'est sera pas correct, c'est bien pas correct. fixée. Voilà, messieurs, on marque C'est une pas petite correct. pause et on se retrouve La vie n'est pas dans correcte. quelques secondes pour la suite de la grande team. Carton jaune, Roger Stéphane. L'heure des tchatcheurs, votre émission de débat sportif. Allez, salut à tous et bienvenue dans votre débat sportif qu'il ne faut jamais rater. L'heure des tchatcheurs. S'il vous plaît, Dis ce que certains veulent entendre. Écoute-moi. Si vous n'avez pas la parole, respectez un peu le plateau, vous comprenez? Tu vas demander comme ça. Sois Lio. On te laisse faire, c'est tout. Non. Les gens nous écoutent. L'heure des tchatcheurs. Je suis des matchs importants, Simon Adenga a été exceptionnel. Simon Dengra n'est pas dans l'équipe type. Moi, je me pose des questions. La question est une question de compétitivité du championnat. C'est ce que j'étais en train de dire. Non. Il me rejoint. Donc ça veut dire que Non, je ne te rejoins Non, pas. si. L'heure des tchatcheurs. Retrouvez Magat et ses tchatcheurs du lundi au vendredi à partir de 10h. L'heure des tchatcheurs. Ça, on a compris. On a compris. Mais ça, pour vous. Monsieur, tu es un populiste. Il faut arrêter ça maintenant. S'il vous plaît, mais ça, vous n'avez pas rajouté quand même. Voilà. C'est vraiment la 3 champion d'Afrique 3 étoiles. La 3, nous offrant 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team, toujours avec les membres de la team, justement Henri Joël et Roger Stéphane qui ont déjà chacun un carton jaune, et puis Jean-Philippe et Coach Alain, bon, n'ont pas encore de carton jaune, mais sachez que vous ne parlez pas en même temps, vous parlez chacun à votre tour, s'il vous plaît, messieurs, pour que tout le monde puisse bien vous comprendre. Voilà, on poursuit donc l'émission avec le focus de ce soir. Les finalistes de l'AFC Champions League 2024 sont connus, oui, il s'agit de Yokohama FM et Al-Ain. Alors, messieurs, on fait le point. Henri Joël. Ah bah, j'ai fait 1 sur 2. J'avais prédit une finale à Hilal Yokohama. Bah, c'est Yokohama qui est passé et Al Hilal est passé tout près. Ils sont passés à côté comme ça. Moi, il a fait 2 sur 2. Il n'a pas fait 2 sur 2. D'accord, oui. Et Jean-Philippe, et vous? Non, mais écoutez, je ne veux pas dire que c'était prévisible. Hein. Moi, franchement, je voyais Al Hilal, qui a été l'une des équipes les plus régulières de cette compétition depuis l'entame. Quasiment éliminée de la compétition, elle a trouvé les ressources nécessaires pour sortir la formation emmenée par Cristiano Ronaldo à la phase des tirs au but. Et elle a poursuivi son petit bonhomme de chemin. Il faut dire que c'est le petit poussé du Qatar qui a bousculé les grosses écuries saoudiennes, alors que ces dernières années, l'Arabie saoudite a misé énormément d'argent pour attirer les meilleurs joueurs et pour asseoir une certaine hégémonie dans cette compétition. Une compétition assez particulière puisqu'elle est scénée en conférence. Maintenant, de l'autre côté, au niveau de la conférence Est, avec les équipes du Japon, de l'Australie, je crois, et autres, voilà, c'est finalement Yokohama qui s'est imposé. C'est une équipe également, je dirais, assez historique de cette compétition. Donc, on aura assurément une belle finale.
Très bien. Et en tout cas, comment vous avez jugé dans l'ensemble, Roger Stéphane, le niveau de cette demi-finale, le niveau est très bon. Le niveau est très bon. Il n'y a pas beaucoup de calculs quand ces équipes-là sont sur la pelouse. Le match Al-Hilal Al-Ain, c'est parti très très vite, 2-1. Ruben a ouvert le score à la 4e minute sur penalty. Et puis il y a l'égalisation de Rick Johnson à la 12e minute. C'est un match ouvert qui était très engagé. Et beaucoup d'occasions de but. Chaque équipe aurait pu avoir la possibilité donc, de tuer dans le match. Et c'est cette belle équipe de Al-Ain qui nous a surpris. Je vous avais dit que j'allais parier une pièce sur Al-Ain sur ce match de tout. Eh bien, ça a été fait. C'est une équipe qui joue bien. Elle a un avant-centre... Lopez ou Ramirez, son nom m'échappe un peu, mais vraiment, c'est une formation qui joue bien au football, qui d'ailleurs avait sorti l'équipe de Al Nassr en inscrivant 4 buts dans un match à 4-4. Vraiment, c'est de très beaux matchs. Maintenant, Yokohama face à Hussein, là aussi, on a eu beaucoup de buts. Très tôt, l'équipe de Yokohama menait après 35 minutes, menait 3-0. Et puis après, il y a eu la réduction du score, 35-42e minute. À la mi-temps, on était déjà à 5 buts, 3-2 pour l'équipe de Yokohama. Après, c'est parti un peu plus lentement. Mais vraiment, c'est de très belles demi-finales, des équipes engagées, ouvertes, qui laissent un peu de côté le système tactique pour jouer avec beaucoup d'instinct. Et ça donne un véritable festival. On a été bien servis sur ces 2 demi-finales. On a été très bien servis, hein, vous l'avez dit, Roger Stéphane. Et il y avait aussi un Ivoirien, Kwame Oton Kouadio. Oui, je pensais même à lui. Je me dis qu'avec aujourd'hui la médiatisation de cette compétition qui a été vue ici, sa formation qui est en finale d'une compétition qui a gagné également en notoriété. Bon, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas le bastion le moins fourni au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que le staff technique va penser à regarder de son côté? En tout cas, son profil est très intéressant, Henri Joël. Oui, très intéressant, sauf que comme Jean-Philippe l'a dit, quand même, c'est embouteillé au niveau de la défense centrale avec pas mal de profils différents. Maintenant, ce n'est jamais aussi mauvais d'avoir un autre profil, un autre joueur, un autre talent dans une sélection. Maintenant, est-ce que de ce côté-là, au niveau de la maison de verre, est-ce que le staff a un œil du côté de ce championnat? Peut-être oui, avec Seko Kessié et Konan. Maintenant, est-ce qu'il... Al-Ain, c'est plutôt Qatar, puisque tous ceux qu'on a cités, ils sont en Arabie Saoudite. C'est la même Donc, zone. il faudrait aussi peut-être avoir un regard tourné vers le Qatar pour voir ce joueur-là. Voilà, pourquoi pas aussi l'essayer en équipe nationale, parce que ça peut être aussi une bonne opportunité pour lui de venir, par exemple, sur le continent européen. Voilà, si d'aventure il réussit à jouer avec l'équipe nationale. D'accord. Oui, coach Alain. Mais moi, je pense que c'est déjà pas mal pour lui d'aller s'expatrier dans un autre championnat et puis avoir de très belles performances. Mais je pense que la sélection ivoirienne est ouverte à tout le monde, comme le nouveau sélectionneur l'a dit. Donc, avec ses adjoints, je pense qu'ils vont essayer de voir quel est son profil et est-ce qu'il peut nous apporter. Et puis, avec tout ce qu'il a apporté à son équipe qui est aujourd'hui qualifiée pour la finale, je pense que c'est un bon profil. On peut l'appeler juste pour suppléer de temps en temps ceux qui sont blessés et pourquoi pas jouer quelques bouts de match. Peut-être que ça peut l'emmener à aller dans un autre championnat plus huppé que celui où il est actuellement. Mais c'est un très bon joueur qui a fait de très bonnes choses dans ce championnat-là et pendant cette compétition de la Champions League là-bas. Et je pense qu'il est mieux qu'on essaie de l'appeler en équipe nationale de Côte d'Ivoire. On ne sait jamais. D'accord. Kwame Oton Kouadio. Hein, oui, bon, il est déjà titulaire, c'est une bonne chose parce qu'on l'a vu tout au long de la compétition. Je crois qu'on a fait une petite bévue sur ce match des demi-finales. Mais quand cela ne tienne, hein, bon, maintenant, vous savez, à un certain moment, on se plaignait tous du niveau de jeu, de la qualité donc, des joueurs qui évoluaient dans cette partie du monde. Mais cette compétition nous a montré qu'il y a de la qualité. C'est vrai que lui, il est au Qatar, comme dit Henri Joël, mais c'est de la même zone avec l'Asie là-bas, avec l'Arabie Saoudite. On y a des joueurs qui brillent en club et qui brillent en sélection nationale. On les connaît tous, c'est Seko, c'est Kessié, c'est Ghislain Konan. Donc forcément, ce garçon, il peut avoir un bon profil. Mais maintenant, après, il faut regarder l'axe de la défense centrale ivoirienne. Il y a beaucoup de garçons de très grande qualité. Pour le reste, c'est Fayard Metz qui voit, mais c'est pas mal, il joue bien, il est exposé d'un point de vue médiatique, on le voit, on constate sa qualité de jeu, il est bon dans le duel 1 contre 1, il a un très bon placement, il est jeune en plus, bon, il a l'avenir pour lui. Maintenant, on va voir l'avenir des événements, ce que ça va donner.
D'accord. La finale maintenant, comment vous voyez la finale? Oui, Jean-Philippe. Ah non, bon, vous avez passé à une autre question. Sinon, je voulais dire que concernant Kouadio, ce ne serait pas le premier Ivoirien ayant évolué au Qatar Al-Ain à être appelé en équipe nationale, parce que je crois que c'est le club de Kader Keita. Voilà, si maman répond. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, sur la question pour la finale, je pense que ça va être assez ouvert. C'est deux styles de jeu différents. Yokohama pratique, à mon sens, un football un peu plus européanisé. Les Japonais ont quand même cette culture propre à eux d'un football. De 5 Brésiliens au sein de l'équipe. Oui, mais ils ont cette discipline tactique, voilà, qui est très particulière au football occidental. Il faut le dire aussi clairement. Et puis, c'est vrai, vous avez parlé de ces joueurs brésiliens-là qui apportent une touche de vivacité dans le jeu. Et cela peut poser des problèmes à cette équipe de Al-Ain, mais je me dis que c'est une formation qui est tellement résiliente parce que réussir à tenir dans une zone où elle n'était pas donnée comme favorite avec des équipes emmenées par de très grands joueurs qui sont arrivés de l'Europe, parvenir à se retrouver en finale, je pense que ça montre quand même un certain niveau de concentration de ces garçons. Et puis, ils ont quand même un technicien également qui est en train de faire ses preuves, Hernan Crespo, de ce côté-là, qui est sud-américain, donc il saura quoi faire pour, je dirais, entre guillemets, bloquer ces joueurs brésiliens. Mais ça reste quand même une finale très ouverte. Henri-Joël, la finale? Oui, ça sera une belle finale, opposition de style. Vous savez, la culture tactique du côté du Japon avec la discipline qu'on la connaît. Et puis l'explosivité du côté de cette équipe de Al-Ain où il n'y a pas de calcul. On l'a vu dans le match surtout ces deux matchs, en quart et en demi-finale, face à Al-Nassr et face à Al-Ahly. On a vu que ce sont des joueurs qui sont super rapides, notamment l'Algérien Brahimi, qui est très, très clinique devant les buts. Il y a de très bons joueurs dans cette équipe, Kalachimi et autres. Donc, ça sera quand même deux styles différents. Maintenant, dans une finale, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et on verra laquelle de ces deux équipes-là arrivera à être, je dirais, peut-être la mieux concentrée. Parce que dans un premier temps, il ne faut pas oublier que cette équipe de Yokohama, surtout sur son match aller, est passée carrément à côté du match, face à Hussein. Voilà. Retour, heureusement qu'ils arrivent à faire 3-2 et derrière, on connaît la suite. Donc, quand même, il y a des failles à exploiter, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, mais ça sera une opposition de style et on verra ce que ça va donner. Maintenant, les Brésiliens du côté de Yokohama, comme je l'ai dit, ils sont nombreux devant et ils sont plus sur le front de l'attaque. Donc, quand même, il y aura aussi ce petit côté-là à exploiter pour cette équipe de Yokohama. D'accord. Oui, coach Alain. Je pense que ça sera l'opposition de deux styles, comme l'a dit Henri-Jo, mais le match sera vraiment tactique. Parce que dans ce genre de finale-là, aucune équipe ne va se livrer dès les 15 premières minutes. Donc, tactiquement, je pense que Crespo a déjà un œil. Il a déjà vu cette équipe-là jouer en demi-finale et je sais qu'il va poser des problèmes à cette équipe-là en finale. Maintenant, en face, je suis sûr que les Brésiliens vont vouloir élever le niveau du jeu, mais c'est sûr que ça sera deux styles différents et le technicien qui aura le nœud creux dans ce match-là va gagner la finale. Roger Stéphane? Non, ça va être une belle finale. Maintenant, coach Alain parle de tactique. Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est deux équipes qui vont vraiment s'engager et qui vont jouer. Cette équipe de Yokohama, elle m'a l'air un peu imprévisible quand même. Sur le match aller, la demi-finale, elle s'incline 1-0. Elle aurait pu perdre un peu plus d'ailleurs. Elle gère bien le match. Sur le dernier match, le match retour, elle s'impose 3-2 en ayant mené 3-0 pour se faire remonter 3-2 et ça se joue au tir au but. Elle s'impose 5-4. C'est une équipe qui m'a l'air un peu imprévisible. Maintenant, je regarde pour voir. Par contre, j'aime bien l'équipe de Al-Ain. J'adore moi cette équipe de Al-Ain. Au match aller, elle s'est imposée 4-2 face à cette équipe de Al-Hilal. Sur le tour précédent, elle a fait 4-4 face à Al-Nassr. Quand même, elle a sorti deux gros favoris de la compétition, que sont Al-Hilal et Al-Nassr, qui sont deux équipes de l'Arabie Saoudite. Donc, je pense que c'est une équipe qui doit être en pleine confiance, qui a envie d'aller au bout. Là, il lui reste une dernière match. C'est la finale, évidemment. C'est une équipe qui joue très bien, qui est sans complexe face au star de Al-Nassr. Elle a joué face au star de Al-Hilal. Elle a bien joué. Je mettrai, comme je l'ai fait en demi-finale, brillamment d'ailleurs, sur Yokohama et sur Al-Ain, sur cette finale, je mettrai une pièce sur Al-Ain, mais ça reste une finale.
À mon avis, ça va être un très beau match entre deux belles équipes qui ont créé vraiment la surprise dans cette compétition. En tout cas, ce sera une finale très relevée, c'est clair. Ce sera bien sûr sur les antennes de la 3. Pour finir, regardons justement les buts marqués pendant ces demi-finales retour. On a des joueurs qui ont été déterminants. Voilà à l'image l'Ivoirien Kwame Kwadwo-Oton. C'est parti donc pour 90 minutes de feu à la Kingdom Arena en Arabie Saoudite. Le stade de 26 000 places. Il n'est pas là, il va falloir jouer. Là, il est très vite. Absolument, il va falloir jouer. Ils essaient de jouer justement dans la surface de réparation. Michael qui tarde à frapper le tacle limite de Kwame Kwadwo-Oton. Très mal défendu. Un penalty. Vous aviez raison, Dago Charles. Vous avez bien vu pour la face à Algérie. C'est la grande question. Algérie qui va s'élancer peut-être pour une ouverture du score. Et l'ouverture du score à la Kingdom Arena de la part de cette équipe de Al Hilal qui a 2 buts à remonter pour le moment. La mission remontada est en route. Eric qui tente de passer avec un bon ballon dans la surface de réparation pour Kakou. Le centre est un peu trop en retrait, mais arrive à remettre ce ballon pour Eric. Et l'égalisation. Ils arrivent à mettre la machine en route. Et lorsqu'ils arrivent à mettre la machine en route, ils broient tout sur leur passage. 2e minute de jeu, un but partout. À la line qui égalise. Yassalam. On aurait assisté à notre match. Longue touche, repoussé, c'est mal repoussé avec la frappe et voilà. Finalement ils se font justice tout seuls avec ce but de Salam Al-Dassari, l'international saoudien qui permet à Al Hilal de recoller au score face à la marée bleue du stade Kingdom Arena. La demi-finale retour à relancer. Il fallait le faire. Et c'est terminé. L'équipe émiratée d'Al Ain va retrouver la finale de la Ligue des champions asiatiques. Comme quoi le football, il y a toujours des surprises. Bon. Voilà donc de très beaux buts. Allez, on passe à présent au stade du jour. On y va, 8. Kylian Mbappé est l'actuel meilleur buteur de l'édition 2023-2024 de la Ligue des champions de l'UEFA. Avec 8 réalisations, l'attaquant du PSG devance Harry Kane et Erling Haaland qui comptent respectivement 7 et 6 unités. 4. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'ancien joueur de l'ASEC Mimosa, Sankara Karamoko, est toujours le meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF, avec 4 réalisations. 37. L'ASEC Mimosa est remonté à la 3e place de la Ligue 1 ivoirienne, avec 37 points, avec un match en moins. Les Mimos comptent 8 points de retard sur le leader, le FC San Pedro. Voilà pour les statistiques, messieurs. On commence avec Kylian Mbappé. On parle de ses performances. Coach Alain. Écoutez, actuellement, il pète la grande forme parce qu'il a réussi un doublé dernièrement en demi-finale retour contre l'équipe de Barça. Ça porte son compteur à 8 buts. Il est dans une équipe qui est, pour l'instant, je l'ai dit pour l'instant, en demi-finale, qui va jouer la demi-finale contre Borussia Dortmund. Donc, il est meilleur buteur. Les autres sont déjà éliminés. Je pense qu'il est bien parti pour garder le trophée de meilleur buteur. Oui, Roger Stéphane. Oui, Kylian Mbappé, évidemment, vous savez, parlant de statistiques avec Kylian Mbappé, il en a déjà battu beaucoup. Et à ce rythme-là, il va en battre encore énormément. Je crois qu'il a 8 buts aussi, 10 matchs, si mes calculs sont bons. Maintenant, Kylian Mbappé, il a toujours répondu présent dans les grands rendez-vous. Depuis 2018, depuis 2017 d'ailleurs, avec la période de Monaco, son arrivée au Paris Saint-Germain et la Coupe du Monde de 2018, le garçon a toujours répondu présent dans les grands rendez-vous. Mieux sur ses 2 buts, il inscrit ses 47e et 48e buts en Ligue des Champions. Il intègre le top 10. Il égale Shevchenko, l'ancien buteur du Milan AC, et Zlatan. Donc, Kylian Mbappé, bon, c'est vraiment l'homme, c'est vraiment le garçon. Est-ce qu'il va atteindre les 145 buts de Cristiano Ronaldo? Je ne sais pas. Mais je pense que quand il va arriver au Real de Madrid, il va faire mouche en quoi avec l'équipe du Real de Madrid
Bravo à ce garçon, c'est un grand champion, c'est un formidable athlète. C'est à n'en point douter l'un des meilleurs footballeurs de son époque à l'heure actuelle. Donc on n'est vraiment pas surpris de le voir briller avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a un gros challenge qu'il attend avec le Real de Madrid, avec des joueurs d'un autre niveau. On espère qu'il va... Mais il n'a pas encore signé. Bon, on n'a pas encore signé, on est dans l'expectative et les spéculations, même si les choses vont bon train. Mais en tout cas, bravo et félicitations à Kylian Mbappé qui démontre match après match qu'il est un formidable joueur. Aujourd'hui, on a appris que Xavi, qui avait décidé qu'il quittait le FC Barcelone, va rester. Donc, tout peut arriver. Voilà, tout peut arriver, Kylian peut rester à Paris. Oui, tout peut arriver, mais bon, on attend et on verra. Par rapport à Sankara Karamoko, on avait dit toujours le meilleur buteur de la Ligue des Champions, mais c'est plutôt qu'il est parmi les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Justement, parlons de Sankara. Henri Jouel. On se pose toujours la question de pourquoi l'avoir vendu avant la fin de cette compétition du côté de la SEC. C'est vrai qu'il rentrait en tant que joker, souvent pendant les matchs de la SEC à Mimosa, mais quand même c'était un joueur qui faisait assez de bien à cette équipe des jaunes et noirs. À chaque entrée, il a apporté ce supplément-là, il a apporté ce petit truc qui n'existait pas dans le match. Et il est parti, bien sûr, avant le début du deuxième tour. C'est un très bon joueur. Et aujourd'hui, voilà, ses stats, parce que là, il me semble qu'il n'est plus le meilleur joueur, le meilleur buteur de la compétition. Il est parmi les meilleurs. Il est parmi les meilleurs. Oui. C'est dommage, parce que quand il est parti, j'avais envie d'être en conférence de presse et de poser la question à Julien Chevalier. Est-ce qu'il était d'accord avec le board de la SEC quant au transfert de Sankara, bien sûr, avant la fin de la compétition? Mais bon, je n'ai pas eu l'occasion. Mais quand même, c'est un joueur qui, pour moi, allait faire du bien à cette équipe de la SEC à Mimosa, surtout pendant les matchs à élimination, ou pas à élimination directe, mais les matchs du deuxième tour. Bon, malheureusement, il est parti, et puis on connaît la suite. Oui, Jean-Philippe Sankara, toujours. Oui, Sankara, il me fait penser à un garçon que la SEC avait connu dans la même circonstance. En 1998, il s'appelait Vassanogo. Et il sortait des bancs en Champions League sous Luis Oscar Flone. Il faisait son travail, il repartait sur le banc de touche. Et en finale de la Champions League en 98, face au Dynamo d'Harare, sur le match retour, l'attaquant titulaire de la SEC, je crois, était blessé. Je ne me rappelle plus si c'était John Zaki ou c'était l'un de ses compères. John Zaki faisait partie des attaquants dans cette période-là. Voilà, il y a un autre qui était blessé. Vassanogo a été titularisé. Il y avait eu beaucoup de questions qui avaient été posées à l'époque à Oscar Flone. On lui demandait ce qu'il pensait que le garçon allait être capable de réaliser une performance vu que c'était un joker. Et Vassanogo, durant cette finale, la SEC s'est imposé 4-2 au Stade Houphouët-Boigny. Il avait inscrit un doublé. Donc, je me dis que quand même à la SEC, il y a un historique concernant ce genre de joueur, ce profil de joueur. Pourquoi n'avoir pas, comme Henri Jouel l'a dit, tenté le coup? Mais bon, le garçon a écrit quand même son nom dans le palmarès de cette compétition. Et je pense que quand même, il a un record qui sera difficilement battu, même pas par la SEC, mais par tous les attaquants africains. Il a marqué ses 4 buts quand on cumule son temps de jeu. Oui, absolument. Quand on cumule son temps de jeu, c'est en moins de 30 minutes pratiquement. Donc je pense que c'est quand même un record pour un jeune joueur dans une compétition qui est réputée quand même assez rude. Parce qu'on voit déjà que les buteurs de la Champions League, généralement, ils n'excèdent pas les 7-8 buts. Et donc, c'est quand même dommage. On s'est dit que si le gars s'était resté, il y avait de la place pour lui pour réaliser quand même une très belle chose. Mais bon, de toutes les façons, tant que c'est la Côte d'Ivoire qui en profite, on espère que là où il est parti, il va s'exprimer et il va vite revenir en équipe nationale. Non, ça dit que votre lapsus avec Henri Jouel, moi ça ne m'a pas gêné du tout de dire qu'il est le meilleur buteur. C'est vrai que le chiffre n'est pas exact, mais si vous regardez les éléments qui accompagnent le chiffre, on peut le considérer ainsi parce qu'il a moins de matchs. Là, j'ai vu Hassan Chaba Al-Ali, il a 5 buts. Il continue la compétition. Pareil pour Moustapha Fati, 4 buts. Et Cheikh Fofana du TP Mazembe qui a 4 buts. Ils sont en quart de finale. Ils viennent de finir les quarts de finale, ils sont qualifiés en demi-finale. Donc, ils ont beaucoup plus de matchs que Sankara. Et beaucoup plus de minutes. Beaucoup plus de minutes de jeu que Sankara. Oui. Donc, lui, il n'a même pas terminé la phase des poules. Non. Il n'a pas terminé la phase. Donc, on peut considérer qu'il est le meilleur buteur si on prend en compte ces éléments. Mais en tout cas, moi, j'aime ce garçon parce que quand Konaté Karim part à l'époque,
On cherche un remplaçant, Konaté Karim. C'était Sankara. Il a fait une superbe campagne sur la saison précédente en Coupe de la Confédération, où on échoue en demi-finale face à l'équipe de l'USM Alger. Et puis sur le début de la compétition, c'est lui qui met les buts de la SEC Mimosa. Malheureusement, il part. La SEC a des problèmes en difficulté sur le front d'attaque. Mais même bravo à ce jeune garçon. On lui souhaite bon vent dans sa carrière professionnelle. Mais ça montre que le garçon a de la qualité. Il est très brillant, très technique. C'est un fin buteur, un fin finisseur. Maintenant, il n'est pas là, il manque un peu la SEC Mimosa, c'est un peu dommage, mais c'est un formidable joueur. D'accord, parlons justement de la SEC Mimosa avec la remontada. Est-ce qu'on peut dire que finalement le rêve de titre est réalisable pour la SEC Mimosa? Ça va dépendre des adversaires de la SEC dans les dernières journées, parce que là, demain, ils jouent contre le CO Korogo. Après, ils ont d'autres adversaires. Ils ont le Racing, ils ont le Racing, ils ont la SOA. Le Stella et à la SOA. Donc vraiment, je pense que pour ma foi, ça ne sera pas facile puisque ces deux équipes, surtout le Racing, veut rester sur le podium. Korogo, qui est en train d'être rattrapé par les équipes du bas du tableau, va vouloir faire un bon résultat. Le Stella, qui est en train de monter en puissance, va vouloir toujours garder cette dynamique-là. Mais vraiment, attendons pour voir. Mais sinon, je pense que ça sera, pour moi, ça ne sera pas trop facile pour la SEC d'être champion cette année. Surtout avec le Racing qui est au milieu là. D'accord, pour vous, ça sera un peu compliqué. Ça sera compliqué. Pareil, hein? Oui, compliqué. La SEC ne marque pas beaucoup, ça il faut le dire. La SEC a 23 buts sur l'ensemble de la saison. Pendant que l'équipe la plus prolifique a 38, le FC San Pedro. 39, il me semble, parce qu'ils ont fait un match nul récemment avec un but inscrit. Donc, ça va être compliqué, mais pas impossible. Hein, pas impossible. Moi, la dernière fois, on parlait de sauver la saison du côté de la SEC, et je l'ai dit, pour une équipe comme la SEC, sauver sa saison, c'est être champion. Donc, s'il n'arrive pas à être champion, même jouer la Coupe de la Confédération en étant peut-être troisième, ça serait... Il faut tenir compte d'un élément, parce qu'il y a une rumeur qui circule sur... la nouvelle formule, voilà. Ben, c'est pas encore officiel, donc voilà. on parle avec ce qui est officiel pour l'instant. Donc ça va être, c'est pas impossible. Maintenant, j'ai évoqué quand même des adversaires que la SEC doit rencontrer. Ces adversaires-là ne sont pas de petites équipes, notamment le Racing. Même si je sais qu'à un moment, le Racing va diviser son équipe en deux pour envoyer un groupe en stage voilà, dans quelques jours. C'est une équipe qui a toujours créé des problèmes à la SEC et Mimosa. Quand on voit un peu la dynamique du côté de la SOA, qui ne paie plus depuis un certain moment, ça va être compliqué aussi de pouvoir bousculer cette équipe de la SOA. Donc, en ce moment, la SEC n'a même pas intérêt à perdre des points en chemin. Pourtant, ce n'est pas évident, parce que c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui, au niveau de l'attaque, pêche beaucoup. Donc, mathématiquement, c'est possible. Mais dans la faisabilité, je pense que ça va être difficile. Vous trouvez que ça sera très difficile, hein, vous rejoignez donc coach Alain. Oui, mais quand même, il faut saluer la bonne remontada. Les jeunes noirs, oui. Quand même. Il y a une journée ou deux, ils étaient 6e. Ils étaient à 10 points de RCA et à 11 points du Football Club de San Pedro. Là, ils sont 3e, ils sont sur le podium. Ils sont 3e, ils sont à 8 points du premier, qui est l'équipe de San Pedro avec 45 points. Ils sont à 6 points de l'équipe de RCA qui a 43 points. La SEC a 37 points désormais. Donc, il y a une belle remontada. Mais c'était prévisible parce que la SEC éliminée en Ligue des Champions va beaucoup plus se concentrer maintenant sur le championnat national où ils avaient perdu beaucoup de fleurs. Ils vont se concentrer. Ils iront jusqu'au bout. Seulement que la SEC n'a pas son destin en main. Parce que pour que la SEC soit championne, il faudrait que les adversaires qui sont devant perdent tous les matchs. Donc la SEC n'a pas son destin en main. Mais ce qui est évident, c'est qu'à cette allure-là, les jeunes noirs peuvent effectivement sauver leur saison. Et c'est évidemment ce qui leur reste. Maintenant, ça donne du charme à la suite de la compétition. Parce que la SEC était décalée. Oui. Maintenant, San Pedro et RCA sentent le souffle de la SEC juste derrière eux. Ça donne du charme à la fin de la saison. Et je pense que la SEC Mimosa va jouer jusqu'au bout, même si ça va être difficile. Mais c'est possible de rester sur le podium et de chercher à avoir donc une le place rêve de africaine. titre est-il encore réalisable pour la SEC Mimosa? Bon, pour vous, hein, ce sera très compliqué. Jean-Philippe, on vous apporte. Oui, ça va être très compliqué. Il ne reste pas beaucoup de journées. Je crois qu'il doit rester 5-6 journées. 15 fois à prendre. Là, la SEC est à 8 points, ce qui veut dire que... La SEC a 6 journées.
Parce que oui, un match en moins. Oui, oui, Jean-Philippe. Donc, avec même une victoire, la SEC reviendra à 5 points. Donc, ce qui voudrait dire que pour l'équipe de San Pedro, avec 3 victoires déjà sur les 5 matchs à venir, San Pedro s'assurerait le titre de champion de Côte d'Ivoire. Je pense que ça va être difficile quand même pour cette équipe de San Pedro là, de faire 3 contre-performances, c'est-à-dire 3 défaites et puis voir la SEC revenir. Quoique on est quand même en football, mais je pense qu'il y a aussi la dynamique qu'il faut prendre en compte. Je pense que la SEC peut-être devancer l'équipe de RCA, mais ça va être très difficile d'aller chercher une équipe de San Pedro qui est très motivée, qui n'a jamais été championne de Côte d'Ivoire, qui a l'opportunité d'être championne cette année et qui a les moyens également de terminer cette compétition-là avec la possibilité de remporter ce trophée. Et ils l'ont dit, ils ne se sont pas cachés. Ils ont dit leur objectif cette année, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire. Donc je pense que ça va être difficile pour la SEC. Moi, en tout cas, j'avais mis une pièce sur le Racing Club, mais cette équipe s'est effondrée. Oui, dans la course poursuite, elle s'est effondrée. Je pense que San Pedro ne va pas s'effondrer également. D'accord, très bien, messieurs. Nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. À tout de suite. Restez avec nous sur la 3 pour ne rien rater. Immersion, la 3. Localisez vos activités musicales et sportives et vous y retrouverez. La 3 était là. Des reportages. On est dans une position aujourd'hui où on est obligé d'évoluer avec la technologie. Qui motive votre présence? Qu'est-ce qui vous attire dans les Koundé 2021? On espère qu'on vous a servi le maximum de coulisses. La 3, toujours au bon endroit. La 3, nous offrons 3 fois plus. Bienvenue dans le championnat où le suspense est à son comble. Le centre d'avant la reprise, l'ouverture du score, la construction du jeu. Où la montée se joue jusqu'au bout de la saison. Un championnat où tout peut arriver. Oui, c'est ça le football. Le jamais renoncé. Chaque journée a sa vérité. Le suspense est à son comble. Le 7e bleu explose. Quelle frappe, mon Dieu. Bienvenue dans le championnat de toutes les émotions. Africa, victoire, victoire, victoire. Oh yeah. La Ligue 2 ivoirienne est de retour et sa nouvelle saison 2023-2024 est à suivre, encore une fois, en direct et en exclusivité sur la 3. Bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore là au stade Robert Champoux. On espère du beau spectacle pour nos téléspectateurs. Ah oui, Henri Joël, idem pour nous. Rendez-vous après très prochainement. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team, en direct bien sûr sur la 3 jusqu'à 22h. Passons à présent à l'actu. Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Éléphant, un retour d'Éric Bailly et de Jean-Évra Kouassi. Est-il encore possible? Alors, vous pouvez participer à l'émission, bien sûr, nous appelant au numéro de téléphone de la 3. Alors qu'ils connaissent des fortunes diverses en club, Éric Bailly et Jean-Évra Kouassi n'ont plus été appelés en sélection depuis juin 2023. Un retour chez les éléphants est-il encore possible pour ces deux joueurs? Bon, nous, on en parle sur le plateau de la grande team, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. Était souvent desservi par l'éloignement et le manque de médiatisation du championnat chinois, où il a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle. Son expérience en Turquie n'ayant pas été à la hauteur de ses attentes, l'attaquant ivoirien a choisi de revenir en Chine en signant à Zhejiang
en janvier 2023. Alors qu'il revenait progressivement à son meilleur niveau, il a été coupé dans son élan par une opération chirurgicale au niveau du talon en décembre 2023. Il a repris la compétition avec son club il y a quelques jours. Sfaye. Voilà, messieurs, on part donc. Un retour d'Eric Bailly et Jean-Evra Kouassi en sélection est-il encore possible à vos Panonceaux, oui ou non? Oui pour Roger Stéphane, non pour Coach Alain. Henri Joël et Jean-Philippe, on vous attend, oui. Oui pour Henri Joël. Non, c'est oui. Ils sont j'ai deux. noté oui. Et aussi oui pour Jean-Philippe. Jean-Philippe, je vous écoute. Pourquoi oui? Oui, dans l'absolu, tant qu'ils sont encore en activité, ils peuvent réaliser des très bonnes performances et l'entraîneur, que ce soit Faye Emers ou je ne le souhaite pas pour lui, puisque j'espère qu'il va réussir sa mission, un autre entraîneur pourrait donc les appeler. Vous savez, quand un entraîneur est à la tête d'une équipe nationale, généralement, il a une idée assez précise des hommes avec lesquels il veut partir dans une compétition au niveau des joueurs. Ouais. Et bon, même au niveau du staff, puisqu'on en a débattu il y a de cela 2 jours concernant les choix du coach Emers Faye. Maintenant, si cet entraîneur-là est remplacé, que c'est un autre entraîneur qui arrive, qui est plus favorable au style de jeu de l'un de ces 2 joueurs ou même des 2, il pourrait les relancer. Eric Bailly, par exemple, joue dans un championnat assez compétitif. Il est à Villarreal, dans le championnat d'Espagne. Il a retrouvé quand même une certaine régularité au niveau du jeu, c'est qu'il n'avait pas à Manchester United et dans le club turc de Beşiktaş, voilà, j'ai fait du Fenerbahçe. Beşiktaş, c'est à Marseille qui n'avait plus. Donc, déjà, ça le remet en selle. Concernant Jean-Evra Kouassi, c'est vrai, il y avait, je dirais, ce jugement de valeur au niveau du championnat au sein duquel il évoluait à la Chine. Mais lorsqu'il était appelé en équipe nationale étant en Chine, il a montré de très bonnes choses. Les entraîneurs avaient souhaité, les sélections avaient souhaité qu'il se retrouve du côté de l'Europe pour pouvoir performer. Il est parti, ça s'est mal passé du côté de l'Europe et il est reparti en Chine. Donc ce sont des garçons qui ont déjà fait leur preuve au niveau de l'équipe nationale. Voilà pourquoi j'ai mis 8. Maintenant, bon, 8 était un peu, je dirais, nuancé. Voilà, puisque j'ai du mal à soulever la main. Disons que les positions dans lesquelles il pourrait être appelé en équipe nationale aujourd'hui sont assurées par des jeunes joueurs qui sont très performants dans leur club et qui, en plus, derrière eux, quand on regarde au niveau des garçons qui seraient susceptibles de venir en équipe nationale, il y a encore beaucoup plus de jeunes. Au niveau des équipes de jeunes, des binationaux, même des locaux. Est-ce que dans la construction d'un projet pour l'équipe nationale, le sélectionneur des éléphants prendrait le risque d'appeler des anciens qui nous ont rendu quand même service au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, ou il déciderait d'aller avec des jeunes joueurs performants. Donc voilà pourquoi j'ai eu du mal à me décider, mais étant donné qu'ils sont encore en activité, je me dis que l'entraîneur peut les appeler à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. OK, on a un appelant, on a M. Koulibaly qui nous appelle de Korogo. Bonsoir M. Koulibaly. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. J'espère vous aussi. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein. Un retour d'Eric Bailly et de Jean-Evra Kouassi est-il encore possible? Oui, ça va très bien. Je veux saluer aussi M. Coach Alain. Je le salue. D'accord. Allez-y, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Et, le retour d'Eric Bailly et de Jean-Evra Kouassi Crespo. Je dis oui pour Crespo, mais non pour Eric Bailly. Car Eric Bailly, il a perdu toutes ses qualités physiques et techniques. Il y a beaucoup de retard. Si les autres, on voit les petits Ousmane Diomandé qui revient en grande forme, tu vois Kosono Dilan qui revient en grande forme, je ne pense pas que pour lui, ce sera encore possible. Mais pour Jean-Evra Kouassi Crespo, en même temps, ça sera possible parce que c'est un très bon joueur et il a encore de l'avenir. Merci. OK, merci beaucoup, M. Koulibaly, qui nous appelait donc de Korogo. En retour d'Eric Bailly et Jean-Evra Kouassi, est-il encore possible en sélection? C'est le sujet du débat de l'actu. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Oui, Coach Alain. Moi, je pense que l'appelant a déjà fait ma conclusion, parce que pour moi, Eric Bailly, ça sera difficile qu'il soit rappelé. Je pense qu'on ne peut pas rappeler Eric Bailly, parce que quand il prend la charnière centrale actuellement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on a Kosonou, on a Agbadou, on a Diomandé, on a Ndika. Ça fait déjà 4 jeunes joueurs qui sont en train de monter en puissance. Donc pour lui, pour moi, pour Eric Bailly, il faut qu'il passe à autre chose. Maintenant, pour Jean-Evra Kouassi, lui, il a une forte chance de revenir, parce que lui, au niveau de l'attaque, nous n'avons pas encore ce remplaçant-là qu'il nous faut encore pour remplacer notre Haller.
Or, Jean-Evra Kwasi a cette possibilité de jouer sur tout le front de l'attaque. Il peut jouer comme avant-centre, il peut jouer sur le côté. Et puis, quand il vient en équipe nationale, il a été toujours performant. Donc, je pense que Jean-Evra Kwasi, il a encore la chance qu'on peut le rappeler. Mais pour Eric Bailly, je pense que ça sera très compliqué pour lui. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, on a Daniel qui nous dit « Tout dépendra de leur forme. L'équipe nationale est pour tous ». On a aussi un autre internaute qui nous dit « Vu sa forme du moment et son expérience pour le cas Eric Bailly, peut-être toujours possible, mais concernant Evra, cela sera très difficile puisqu'il est l'ombre de lui-même, même depuis plusieurs saisons maintenant, et la concurrence est extrêmement élevée à ce poste. » Ok, d'accord. On a un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la grande team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est monsieur Ludo Franck. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question. Est-ce qu'un retour d'Eric Bailly et de Jean-Evra Kwasi est encore possible? Bon, moi, selon moi, tant qu'ils sont en activité, je pense que c'est possible. Parce que ça va dépendre de la forme, voilà, de leur forme, au fait. Je pense que l'équipe nationale n'est pas fermée aux gens, mais ils prennent des joueurs des plus en forme du moment. Donc, tant qu'ils sont en forme dans leur club, moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les appeler en sélection. Et je pense qu'ils ont encore leur chance, que ce soit Bailly et Evra. Je pense que voilà, ils peuvent encore revenir en sélection. D'accord. Voilà. Et bonne émission à vous. Merci beaucoup. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Le 27 21 59 93 99 pour participer, bien sûr, à l'émission. On n'a pas encore entendu Henri Joël. Oui, moi j'avais essayé de faire les deux phases pour dire oui et non, parce que il ne s'agit pas d'un seul joueur, donc il ne s'agit pas de dire oui pour les deux quand on sait que peut-être dans l'analyse on peut essayer donc allez-y avec votre analyse de les séparer. Voilà. Quand je prends Eric Bailly, je me dis, c'est pour cela que j'ai mis non, d'abord pour Eric Bailly, parce que d'abord il faut prendre, les autres ont parlé de la concurrence au poste où évolue Eric Bailly et on est tellement fourni en ce moment. Et puis ce sont des jeunes joueurs. Ousmane, bon, ils ont cité certains, mais Ousmane, Abaka, Silla, Diomandé, tout cela, ils n'ont pas été cités. Donc en tout cas, c'est un peu irrégularité par rapport aux autres clubs dans lesquels il évoluait. Sinon, pour un joueur qui doit venir en équipe nationale, il n'est pas régulier en club. Okay. Il est arrivé en fin d'année du côté de Villarreal, il s'est blessé 3 fois. Il a manqué beaucoup de matchs. Bon, 15 matchs au total. Donc, pour qu'on puisse venir en équipe nationale, il faut être régulier avec son club. Au-delà même de la régularité, il faut être performant. Donc, jusqu'à présent, quand on prend ces deux aspects, ce n'est pas le cas d'Eric Bailly. Il se blesse beaucoup et à son poste, il y a beaucoup de concurrence. Par contre, où j'ai dit oui, c'est concernant Jean-Evra Kwasi. Aujourd'hui, quand on prend les ailiers, en dehors de Adingra et Diakité, il n'y a plus de joueur qui fait l'unanimité au niveau des ailiers. Quand on prend Jonathan Bamba, depuis son arrivée, je me demande quel a été son match de référence avec l'équipe nationale. Quand on prend Nicolas Pépé, jusqu'à présent, il a quelques bons matchs et puis après, ça s'arrête. Wilfried Zaha, bon, voilà, c'est un peu en dents des scies. Donc, quand on regarde, et surtout avec la retraite d'un joueur comme Max-Alain Gradel, on a besoin de cette expérience-là au niveau des ailiers pour toujours apporter ce truc assez intéressant en ce qui concerne surtout l'expérience dans les grandes rencontres. Donc, je pense que lui, avec le retour, il a été opéré récemment au niveau de la cheville, avec son retour au niveau de son club, déjà il a marqué 6 buts cette saison, ça peut être une bonne solution pour le sélectionneur, même en sortie de banc, pour apporter peut-être ce supplément à l'équipe nationale. C'est là que j'ai mis oui et non. D'accord, très bien, c'est bien noté. Henri Joël, on a un appelant, on a M. Anissan Thierry qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. D'accord, bienvenue sur le plateau de la grande team et puis on vous écoute par rapport à la question de ce soir. Merci beaucoup madame de m'avoir donné l'occasion de participer pour la première fois à cette émission. Je vous en prie. Je voudrais dire que les deux joueurs, surtout Eric Bailly qui était champion d'Afrique en 2015, est un grand joueur et est un grand défenseur expérimenté. Donc je voulais dire que si
dans le club dans lequel il est actuellement, si on voit que Eric Bailly a encore les capacités physiques et vraiment tous les atouts pour pouvoir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est une occasion pour l'entraîneur d'encourager ce grand joueur. Parce que Eric Bailly, c'est vrai que dans ces dernières années, dans les clubs qu'il a joué, ça a été vraiment un peu difficile pour lui, mais c'est un grand joueur, c'est un grand défenseur de la Côte d'Ivoire, donc il n'a pas encore perdu la force physique. Donc il faut l'encourager à jouer parce que son expérience va beaucoup porter dans la défense. C'est vrai qu'actuellement dans la défense, il y a des calibres qui sont déjà situés, mais je pense qu'Eric Bailly a encore beaucoup d'expérience pour pouvoir aider la défense. Donc s'il a une performance dans son club, je pense que c'est un grand joueur, on peut l'appeler. Concernant aussi Jean Evra, moi je me rappelle très bien dans les années 2000, le Cameroun. Le Cameroun avait les joueurs, mais pour les remplacer là, c'est pas donné à n'importe quel joueur. Les joueurs, quand un joueur est toujours en performance, il ne faut pas le mettre à la retraite. Parce que ce sont des joueurs qui peuvent toujours apporter à l'équipe nationale. Donc, Jean Evra, s'il a une performance dans son équipe, je pense qu'on peut toujours les rappeler. Parce qu'ils ont toujours apporté à la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des joueurs médiocres, ce sont des joueurs, des grands joueurs. Donc, je pense que tous ces deux joueurs-là peuvent venir à la sélection. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Anisson Thierry, pour votre participation. Merci beaucoup. Il nous appelait donc de Koumassi. Éléphant en retour d'Eric Bailly et Jean-Evra Kouassi. Est-il encore possible? Roger Stéphane. J'ai dit oui. Tout simplement que au sport, tout est possible. Hein. On est en football. La sélection n'est pas encore fermée pour eux totalement. Mais vous savez que moi, j'ai vraiment très mal vécu l'absence de ces deux garçons à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour moi, ils méritaient d'y aller parce qu'ils avaient participé à tous les éliminatoires et ils ont été absents au rendez-vous au plan national avec cette fête qu'on a connue, avec le jeune Traoré Ahmed. Je pense que ces trois garçons auraient pu aller à cette compétition. J'ai vraiment mal vécu ça. J'ai eu très mal pour Bailly, pour Evra et pour Traoré. Maintenant, les deux garçons, ils sont extrêmement talentueux. C'est des travailleurs disciplinés et disponibles. Toujours pour la sélection. Très bien. Ils avaient réussi à une certaine époque à être incontournables dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Eric Bertrand Bailly, depuis 2015, il a été l'héritier direct de notre Kolo Touré. Et sous tous les sélectionneurs, que ce soit Camara, Baumel et Gassé, Eric Bertrand Bailly a toujours bénéficié de la confiance des différents sélectionneurs. C'est un formidable joueur qui a une grande dose d'expérience qui peut apporter énormément à la sélection ivoirienne. Pareil pour Evra. C'est vrai qu'il arrive un peu plus tard, mais Evra a démontré des qualités de baroudeur, de combatif sur le terrain. Et d'ailleurs, il a une très belle complicité avec Sébastien Haller. C'est l'un des meilleurs passeurs à Sébastien Haller au sein de la sélection. Je disais dans une de mes analyses que si tous les éléphants avaient le caractère, le comportement de Kouassi Evra, on allait gagner la CAN. Sur la deuxième partie de la compétition, on a remarqué que beaucoup d'éléphants avaient le comportement et l'attitude de Kouassi Evra, on a gagné la CAN. Donc ces deux garçons, rien n'est encore fermé pour eux. C'est vrai qu'Eric Bertrand Bailly, il se blesse beaucoup, mais sur ça, si les deux sont encore en activité, s'ils sont réguliers dans les clubs et s'ils sont performants, il n'y a pas de raison que le sélectionneur ne leur fasse pas tout simplement appel. Donc voilà les trois éléments qui vont compter pour la suite des événements. Maintenant, moi, je suis heureux qu'il y ait une telle concurrence dans l'équipe, dans la sélection ivoirienne. On parlera tout à l'heure dans les détails des garçons à différents postes. Mais c'est bien qu'il y ait de la concurrence au sein de la sélection nationale et à des postes stratégiques, notamment postes de défenseur central et postes d'ailier, parce que notre football, notre système de jeu repose sur un système de 4-3-3 qui fait la part belle aux ailiers. Donc oui, la sélection n'est pas fermée. S'ils sont en activité encore, s'ils sont réguliers, s'ils sont performants, évidemment, Faye MS peut les appeler. D'accord. Bon, je vous propose déjà de voir les performances des deux joueurs en club cette saison. Allez, il s'agit de Eric Bailly et de Jean-Evra Kouassi. On va commencer avec le défenseur de Villarreal. Il a 30 ans, 49 sélections avec l'équipe nationale pour 2 buts. Au niveau des statistiques cette saison, avec Beşiktaş dans un premier temps, c'est 8 matchs disputés, 8 titularisations, pas de but, pas de passe, pas de carton jaune ou pas de carton rouge. Allez, au niveau de Villarreal en Espagne, c'est 10 matchs,
9 titularisations, pas de but inscrit, 3 cartons jaunes et puis pas de carton rouge. Voilà, en ce qui concerne Eric Bailly. Et on va essayer de tourner la page pour voir l'attaquant Jean-Yves Kwasi qui a 29 ans. Il est dans l'équipe de Zhejiang du côté de la Chine. C'est 13 sélections pour un but. Statistique cette saison avec le club chinois, c'est 22 matchs, 14 titularisations, 6 buts inscrits, 3 passes décisives, pas de carton jaune et pas de carton rouge. Très bien. On a un appelant, hein, messieurs. On a monsieur Koné qui nous appelle des Bimpe. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir sur le plateau. Bonsoir, monsieur Koné. Allez-y, monsieur Koné. Oui. Bon, pour moi, Jean-François Evra et puis les Bailly n'ont plus les places dans l'équipe nationale. Hein. D'accord. On a de nouvelles personnes qui sont en train de monter en puissance. Donc, il faut laisser la place à la nouvelle génération. C'est des personnes, surtout, comment on appelle, Eric Bailly, c'est blesse trop. Donc, il est temps qu'il cède la place à la nouvelle génération. Donc, l'équipe, c'est vrai, l'équipe nationale n'est pas fermée à qui que ce soit, mais il faudrait aussi qu'on fasse très attention pour ne pas qu'on ait des sénateurs aussi dans l'équipe nationale aussi. Donc, à la longue, ça peut créer des problèmes. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Koné. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà. Bon, on y va donc pour la prochaine. Laisse-le parler. Roger Stéphane, il y a une commission. Cette année va monter, l'Afrique va monter, on a compris. Non. Il n'a pas donné de nom, s'il vous plaît. Voilà. Mais c'est quelle équipe qui va monter? Attends, dans ce cas, joue la Ligue 2 seule. Est-ce qu'il s'agit de la Ligue 2? Merci. Est-ce que ça veut dire de quoi est-ce qu'il parle? Et en plus, ce n'est pas le sujet de l'actu de ce soir. Voilà. Je rappelle donc la question LGT. Bon, vous deux, déjà, vous avez 2 cartons. Vous avez chacun un carton Donnez jaune. encore, donc, envoyez. Franchement, il reste quelques minutes avant on a des grands joueurs. vos cartons rouges. Envoyez les cartons. Éléphant, en retour, je redonne donc la question à LGT, un très cher téléspectateur. En retour d'Eric Bailly et Jean-Yves Kwasi, est-il encore possible, bien sûr, en sélection? Bon, on a vu tout à l'heure les performances justement des 2 joueurs. Est-ce que vous pensez qu'avec ces performances et puis l'état de forme des joueurs, c'est encore possible pour eux? Non, moi, je reste toujours sur ma position parce que avec le retour des blessures de Jean-Yves Kwasi, excusez-moi, je pense que c'est possible. Il revient d'une grave blessure, il est titulaire, il marque 6 buts. D'une opération en plus. D'une opération en plus. Blessé en tant que tel. Okay. Raison pour laquelle il a manqué la CAN. Et puis aujourd'hui, il revient, il marque 6 buts, 3 passes décisives. Je pense que déjà, il est en train de monter en puissance. C'est déjà très bon pour lui, Jean-Yves Kwasi. Maintenant, Eric Bailly, c'est vrai qu'il a été titulaire à plusieurs reprises, mais ce qui est dommage chez lui, c'est qu'il se blesse chaque fois. Chaque fois, il est blessé. Et à des grands rendez-vous, il est tout le temps blessé. Okay. Donc, des blessures à répétition, je pense que ça ne va pas l'arranger au fur et à mesure, surtout en sélection. Aujourd'hui, la sélection, vraiment, il y a trop de concurrence. Et puis, ça va tellement vite, avec beaucoup de jeunesse, avec tout ce qui se passe. Je pense que Evra Kwasi, sur le côté, comme l'autre l'a dit, il est performant, il a son expérience, il a tout ce qu'il apporte. Je pense que lui encore, il a beaucoup de chance. D'accord. Vous l'avez dit, hein, vous venez tout à l'heure de parler de jeunesse et tout. Est-ce qu'on peut dire que l'âge a un handicap pour ces 2 joueurs? Non, ça veut dire qu'il faut peut-être laisser oublier un peu cette affaire d'âge quand même, parce que pour un défenseur central, 30 ans, c'est pas vieux. Willy Bolly, il est plus âgé qu'Eric Bailly, il a joué la CAN. Max-Alain Gradel est plus âgé, il a fait une superbe CAN. Un des sénateurs de la CAN, il a fait une superbe Coupe d'Afrique, tout le monde l'a vu, donc ça a fait sénateur. Deuxièmement, on dit qu'il y a des syndicalistes qui ne font pas la passe aux jeunes. Demi-finale, c'est Gradel, le plus vieux, qui a fait centre en retrait pour Sébastien Alain. Donc il faut laisser les affaires des sénateurs et syndicalistes. Ouais. Si le garçon est bon, s'il peut apporter, il joue. Comment il s'appelle Bailly, il a 30 ans. Oui. 30 ans, c'est pas vieux pour un défenseur. Les défenseurs, très souvent, c'est un poste d'intelligence où les gens jouent très longtemps. Thomas, qui a quasiment le même style que Kwasi Evra. 2 garçons incisifs, baroudeurs, provocateurs, etc., etc. C'est bien. S'il vient, il va élever le niveau de la concurrence. Parce que dans le groupe de ceux qui sont sur les ailiers, si je considère 2 jeunes brillants que sont Adengre et Diakité Omar, les autres là, Kwasi Evra peut aller chercher une place.
il peut aller chercher la place de Jonathan Bamba, il peut aller chercher la place de Nicolas Pepe, il peut aller chercher la place de Jérémy Boga, qui sur la dernière CAN n'a pas été très brillant. Donc, il n'y a absolument rien qui est fermé pour ces deux garçons. Seulement que le sport a une exigence. L'exigence du sport, c'est d'abord de jouer, ensuite c'est d'être aligné régulièrement et d'être performant. Si c'est fait, on va oublier les affaires d'âge. Paolo Maldini, Franco Baresi, Zanetti, Koundé Emmanuel, Rigobert Song, tous ces garçons défenseurs ont joué âgés et au très haut niveau. Très bien, Roger Stéphane. On a un appelant, donc bonsoir monsieur. Bonsoir la grande team. Vous appelez comment s'il vous plaît? Je m'appelle Coach Podiré Vincent. D'accord, ok. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui. J'appelle d'Anglais. D'accord. Bon, la question LGT a un retour d'Éric Bailly et de Jean-Yves Kwasi. Est-il encore possible? On vous écoute. Je reviens sur le retour de Éric Bailly. Aujourd'hui, je pense que de la Côte d'Ivoire, des très bons défenseurs qui brillent aujourd'hui sur le plan international. Donc, moi, à mon niveau, normalement, on n'est pas obligé d'appeler Éric Bailly. Donner la chance aujourd'hui à Cotonou, à celui qui joue à l'AS Roma. On a plein de jeunes joueurs. Voilà, Éric Bailly n'a plus rien à prouver. Il a déjà la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait déjà ses preuves en équipe nationale. Voilà, donc donner la chance aux jeunes. Au niveau de Jean-Yves Kwasi, le retour de Jean-Yves Kwasi est très important au niveau de la sélection ivoirienne parce qu'on n'a pas un joueur actuellement qui peut remplacer Marc-Alain Gradel. Peu importe l'âge que Marc-Alain Gradel a eu avant de quitter la sélection. Et on a besoin de Jean-Yves Kwasi pour vraiment épauler l'équipe avec ses débordements sur le côté en Aruna Dendani pour descendre pour Sébastien Haller. Voilà, donc moi, à mon niveau, il faut que Éric Bailly donne vraiment la place aux jeunes, la génération qui est là, vraiment à pouvoir faire monter de cette équipe nationale vraiment une équipe nationale incontournable sur le plan africain. D'accord, ok. Votre avis est donc noté. Merci beaucoup pour votre participation. Bon, on poursuit donc avec l'âge. Oui, moi, bon, c'est un handicap. Dans tout ce que j'ai évoqué, je n'ai pas parlé d'âge. Parce que effectivement, oui. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'âge soit un handicap pour ces deux joueurs. J'ai plutôt évoqué, notamment du côté de Bailly, j'ai plutôt évoqué son irrégularité et surtout ses nombreuses blessures. Il est arrivé en début d'année et pour 4 mois de compétition, il s'est blessé 3 fois. Et apparemment, c'est toujours les mêmes blessures qui reviennent. Blessure musculaire, il a pris un coup, blessure musculaire. Donc voilà les 3 blessures d'Éric Bailly sur l'année 2024. Alors, pour une telle situation, pour un tel joueur, est-ce que il pourra, je dirais, rivaliser avec les autres? Je ne pense pas. Parce que pendant qu'il est blessé, qu'il se fait traiter, les autres, ils jouent. Et surtout, ils jouent les grandes compétitions. Aujourd'hui, voilà Ndika qui est, c'est vrai, peut-être il sera éloigné des terrains en fonction de ce qu'il a eu lors du match de championnat, mais il est en demi-finale de Ligue Europa. Voilà, Cotonou qui est en demi-finale de Ligue Europa. Quand on essaie de voir du côté de la France, on a Agbadou qui fait un championnat acceptable. On a Ousmane Diomandé aujourd'hui qui est demandé par tous les clubs du côté de l'Angleterre. Donc, il y a tellement de concurrence. D'accord. Je reviens sur, par exemple, Evra pour dire que, comme là, je suis d'accord avec Roger Stéphane, au niveau des ailiers, sincèrement, pour l'instant, il n'y a pas de certitude en dehors des 2 jeunes joueurs que sont Adingra, parce que moi étant sélectionneur, si aujourd'hui je dois composer l'attaque de la Côte d'Ivoire, si à l'heure présent, j'ai dans ma tête Adingra d'un côté et j'ai Ouma Diakité de l'autre côté. Parlons justement du sélectionneur. Est-ce que le jeu d'Emes Faé justement est compatible avec ces 2 joueurs? Oui, avec Jean-Yves Kwasi, oui, le jeu de Emes Faé est compatible au jeu de Jean-Yves Kwasi, parce que c'est le même style que comment il s'appelle, Diakité Ouma, mais avec Éric Bailly, je pense que c'est pas compatible à 100% pour moi. Parce que le problème avec Éric Bailly, c'est qu'il se blesse trop. Oui, vous l'avez compris. Parce que, sinon on ne parle pas d'âge, mais il se blesse tellement que vraiment c'est inquiétant. D'accord. Oui, Roger Stéphane, la même il y a toujours ce que certains spécialistes appellent le profil et l'animation. Mais l'élément que j'ai remarqué c'est Faye c'est que Faye fait jouer la concurrence. Faye il fait jouer la concurrence. Quand il prend l'équipe à la CAN,
il sort du banc des garçons qui n'étaient pas titulaires, qui étaient mis de côté, ils sont pas titulaires, et il ramène sur le banc ceux qui étaient considérés comme des titulaires. Cet esprit est bon, donc on a le temps d'observer pour voir celui qui est performant et qui est brillant. Maintenant, sur Eric Bertrand Bailly, on ne va pas se le cacher quand même. Le garçon, c'est vrai que sur ces dernières années, il a beaucoup de problèmes. À United, il a bien commencé, ensuite c'est mal fini. À Marseille, il est parti, c'est mal fini, blessure, suspension. À Besiktas, il a été chassé du groupe par les dirigeants. Et puis là, il est en train de retrouver un second souffle du côté de Villarreal. Mais j'ai une déclaration de Gasset que j'adore sur Bertrand Bailly. Il a dit de Bailly que Bailly est un leader naturel, impactant et influent. Ça veut dire que c'est un type de joueur qu'on a toujours envie d'avoir dans la sélection. La douleur que Gasset a eue, c'est qu'il a dit « je ne peux pas le faire venir et ne pas le faire jouer ». Surtout qu'il n'était pas en possession de tous ses moyens. Voilà ce qu'il a joué contre Bailly. Mais Bailly, c'est un garçon très influent. Et d'ailleurs, sur les défenseurs, il a l'air un peu complet. Bon jeu de tête, relance, dur sur l'homme, etc., etc. Donc c'est un garçon qu'on ne doit pas enterrer maintenant. Il faut laisser les journées à venir, les saisons à venir, les matchs à venir tranquillement pour voir comment il va se débrouiller sur le terrain et voir évidemment comment Fayet Metz, s'il le veut, peut aller le chercher. D'accord, oui, rapidement. Au niveau du style de jeu, moi je pense que le style de Bailly colle au système de Fayet Metz, parce que Fayet Metz adore les défenseurs centraux qui savent relancer. Et Bailly sait très bien relancer. Il sait très bien jouer surtout à côté des jeunes parce qu'il a déjà, il connaît la majorité de ces jeunes-là. Moi, je parle même pas de style de jeu, je parle plutôt de la régularité de Bailly et surtout des nombreuses blessures. Sinon, en termes de système et de style de jeu, il rentre carrément. Il n'y a pas de souci pour le système de jeu. D'accord, ok. En retour d'Eric Bailly et de Jean-Evra Kouassi, est-il encore possible? Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, surtout Eric Bailly, il a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Je pense que la jeune génération qui vient maintenant là pourra prendre le relais assez facilement. Voilà. Sinon, ce sont de très bons joueurs. Ils ont donné beaucoup à notre pays. Je dirais non, leur retour n'est plus nécessaire. Ils ont déjà fait leur part. Il faut laisser la place aux jeunes, aux nouveaux joueurs, de prouver aussi qu'ils sont capables de quelque chose. On l'a d'ailleurs remarqué avec la CAN, grâce à eux, on a pu remporter la CAN avec les jeunes joueurs. Bon, pour moi, personnellement, je ne souhaite pas leur retour dans cette équipe, puisque l'équipe a été, reformée par le nouveau coach Emes Fayet. Vu aussi de la performance qu'ils ont produit pendant la CAN, j'aimerais qu'ils gardent cette même dynamique, cette même équipe. Moi, je pense que c'est possible. Hein. Voilà. Eric Bailly, vu sa performance dans la défense, je crois qu'il peut assurer la défense. Voilà. Donc, son retour est vraiment possible. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, l'autre, Jean-Evra Kouassi-Crespo, bon, lui, je ne connais pas sa performance. Voilà. Mais je crois aussi que son retour est possible. Voilà, des avis bien partagés. Oui, Jean-Philippe? Mais je pense qu'en conclusion, on a pratiquement tous dit la même chose. Hein. Si les garçons sont performants, il y a des fortes chances qu'ils soient appelés. Au niveau de leur profil de jeu, cela pourrait être intéressant pour l'entraîneur. Au niveau de la possibilité de voir surtout Jean-Evra Kouassi, il y a une grande chance parce que au niveau des ailes, la Côte d'Ivoire n'est pas pour l'instant énormément fournie. Maintenant, au niveau de la défense, il y a également, avec peut-être, je vais appeler ça un shift, le probable départ de Willy Bolly, même si ce n'est pas encore acté, voire un autre ancien venu le suppléer numériquement qui pourrait être Eric Bailly. Donc on est dans le champ de possibilités ouvertes. Et maintenant, on va regarder du côté non seulement du sélectionneur national, mais également de ses joueurs, pour apprécier leurs prestations, leurs performances sur les saisons à venir. Mais pour la fenêtre de juin, même si l'entraîneur nous a promis quand même d'avoir quelques nouveautés, je ne pense pas franchement que ce soit l'un de ces deux garçons. D'accord. Un dernier mot, Roger Stéphane? Non, c'est la conclusion toute naturelle. Naturellement, hein, on va attendre, on va regarder. S'ils sont réguliers et performants et toujours en activité, la sélection n'est pas fermée pour eux. Je voulais juste chuter pour dire contrat rempli pour Jean-Philippe.
J'ai beaucoup aimé votre passe. Elle est magnifique. Le contraire m'aurait étonné. Franchement, coach Alain, j'aurais dû vous passer la parole. Le contraire m'aurait étonné. Et pas à Roger Stéphane. Parce que vraiment, il avait... Non, vraiment... Vous savez quoi, c'est mieux. On va conclure pour ce soir. C'est préférable. Voilà, bon, très chers téléspectateurs, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci de vous, Marie-Christine. Merci, Roger Stéphane. Je vous embrasse, Marie-Christine Begré. Merci, Henri Joël. Le deuxième carton jaune d'Henri Joël. Donc, Henri Joël a un carton rouge. Voilà. Et puis, merci, coach Alain. Merci, Marie-Christine. Voilà, c'est la fin de l'émission. Rendez-vous est donc pris demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.